T'es presque allé jusqu'au monde. T'as dépensé une fortune. T'as fait des choses horribles. Des choses vraiment terribles, Robert. Et tout ça pour rien. Pour rien. Oui. Tu n'as jamais compris pourquoi on faisait ça. Les spectateurs ne sont pas dupes. Notre monde n'a rien de magique. Il est misérable. Totalement terre à terre. Mais si on arrive à les mystifier, ne serait-ce qu'une seconde, on peut les amener à s'émerveiller. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de vraiment magique. Tu n'as jamais remarqué qu'ils avaient tous des étoiles au fond des yeux. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Just how much do you know about this book that you're after? Not very much, only that Professor Harrington referred to it in his notes. A remarkable work. The few men that really understood it learnt many strange and terrifying secrets. Only a few? Is it that hard to understand? I spent my life trying to decipher it. The ancient sorcerers who wrote it knew their information was far too valuable to entrust to any known language. I didn't realize what I was asking for. You don't believe in witchcraft? Do you? Do I believe in witchcraft? What kind of witchcraft? The legendary witch that rides on the imaginary broom, the hex that tortures the thoughts of the victim, the pin stuck in the image that wastes away the mind and the body. Also imaginary. But where does imagination end and reality begin? What is this twilight, this half-world of the mind that you profess to know so much about? How can we differentiate between the powers of darkness and the powers of the mind? Oh, how terrifying. Ah, what do I see here? Yes, some chocolate, I do believe. And there as well. Here we are. Gosh, chocolate! Wonderful, aren't they? If only we grown-ups could preserve their capacity for simple joys and simple belief. I see you practice white magic as well as black. Oh, yes. I don't think it'd be too amusing for the youngsters if I conjured up a demon from hell for them. Or for myself, for that matter. As we're not protected by the magic circle, we'd both of us be torn to shreds. And you'd spoil the party. You're so right. But how to prove my point? Ah, yes. Yes. There. It's done. What is? A magician doesn't like to expose his magic, black or white.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. On enregistre depuis les studios BIS de Canal B, à savoir ta cuisine. Merci de nous accueillir encore une fois. Ta salle à manger, autant pour moi, excuse-moi. Pour une émission qui sera consacrée à deux auteurs que tu connais particulièrement bien puisque tu as écrit sur eux. Pour ça que... Mais oui, c'est vrai. Il y en a un sur lequel tu as un peu plus écrit quand même. Il s'agit bien évidemment de Christopher Nolan. Tu parleras de son Tenet et puis on reviendra évidemment sur la maestria de Christopher Nolan et sur le génie de son cinéma et sur comment il ressuscite les salles. Et puis un autre un peu plus obscur dont un film ressort chez Rimini. Si je dis pas de conneries, tu me coupes quand j'ai une bêtise, le Nightfall. Je sais plus c'est quoi le titre français d'ailleurs. Poursuite dans la nuit. Poursuite dans la nuit, mais ils ont laissé Nightfall, c'est très très bien, de Jacques Tourneur. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas au courant, donc Antonin a bien évidemment écrit sur Jacques Tourneur à sa grande époque où il écrivait encore des choses. Il a été publié. On dit ça. J'ai été publié, d'où dans une le revue surnom universitaire de docteur. prestige. On peut dire que tu es docteur à partir du moment où tu as été publié. Malheureusement non, c'est pas vraiment le cas, mais j'ai montré ça à mon fils. Je suis allé rechercher le bouquin dans mon grenier cet après-midi et regarde, t'as vu, tu lis là, c'est mon nom, je suis dans un livre. Et il a lu 2 lignes et puis il s'est dit non, ça me tombe des yeux, qu'est-ce que c'est universitaire. Bien évidemment. Il était en train de jouer à un jeu de quad sur PS3. Je pense que c'est vachement plus intéressant que le texte que tu as pu écrire sur Jacques Tourneur. C'est vrai que je l'ai relu et c'est pas fameux. Tu pourras y revenir si tu veux sur justement tes écrits universitaires. On va commencer d'ailleurs cette émission justement en parlant de Jacques Tourneur. On va tout de suite écouter un extrait du Nightfall qui date, si je dis pas de conneries, c'est 1956-57. De toute façon, je te fais totalement confiance, tu le sais très bien, mon cher Étienne. Thanks. What time is it? Early. I have an 8 o'clock sitting in the morning and a 12 o'clock fashion show. You're a model? How do you think I pay the rent? Well, I should have figured. You're being a model. I mean, believe it or not, I'm an artist. Soup cans or sunsets? Soup cans, toothpaste, automobiles, and girls once in a while. I bet you must be good at it. I freelance, work at my own place. I do all right. I have a rush job for a magazine store. You wouldn't pose for me, would you? I'm expensive. But for you, I'll waive the fee. You're actually smiling. Back there at the bar, you acted as though you had some big trouble on your shoulders. They come and they go. Troubles? Smiles. Would you write your phone number and address for me? I forget things. Not important things, I hope. Vous venez d'entendre un extrait de Nightfall. C'est Aldo Ray, c'est ça, l'acteur C'est Aldo Ray. Qui était là en compagnie de Anne Bancroft. On retrouve aussi Brian Keith dans le film qu'on retrouvera plus tard, notamment chez Peckinpah. Il a fait pas mal de western, ce bonhomme-là. Nightfall qui était déjà sorti, je me permets quand même de le préciser, dans un coffret Whiteside il y a longtemps maintenant, avec un livre de Philippe Bernier qui revenait sur le tournage. Mais là, qui ressort dans une nouvelle copie, donc chez Rimini. Jacques Tourneur, à ma grande surprise, on n'en a jamais parlé, je crois, dans cette émission. On l'a sûrement pas mal évoqué. On l'a mentionné, évidemment. Mais... Je sais que c'est un bonhomme qu'on a souvent mentionné, comme on a souvent mentionné un film qui a priori parle un peu de lui, c'est Les Ensorcelés de Minelli, en tout cas de lui, de Val Newton qui est son producteur, qui l'a aidé vachement, avec qui il a une collaboration créative assez causé de Jacques Tourneur, bien évidemment, parce que c'est toi l'expert, mais on n'a pas dit, donc c'est la Féline notamment, c'est Vaudou, c'est des choses comme ça. Oui, après c'est une date dans l'histoire du cinéma. Parle-nous de l'Ephébus. Et dans l'histoire de la cinéphilie aussi, parce que c'est vraiment, on est face. C'est pour ça que c'est amusant finalement dans une émission de parler de Nolan et de Jacques Tourneur en même temps, parce que on peut pas trouver deux auteurs plus différents quelque part dans leur positionnement par rapport au système, parce qu'autant on a un qui surjoue les marques autorisantes et qui est le roi d'Hollywood, autant il y en a un qui a été plutôt un cinéaste de commande et qui est devenu un auteur quelque part
hasard, par la grâce de la cinéphilie, qui a pu repérer dans tous les films qu'il avait pu faire des constantes stylistiques, des constantes thématiques, mais qui était un cinéaste qui finalement, à qui on demandait de tourner des scénarios et qui se targuait lui-même. Après, il y a sûrement de la pause, comme chez beaucoup de cinéastes américains, même si lui est français, de dire qu'il a toujours accepté les scénarios qu'on lui a donnés, quoi. Après, lui, il avait des projets qui lui tenaient à cœur, notamment sur la fin de sa vie, Bien quand sûr. il est revenu en France, qu'il n'a pas pu mener à bien. Ouais, il avait des films aussi qu'il a réussi à mener à bien. Il n'en était pas forcément l'instigateur, mais une des grandes dates de l'histoire, enfin, c'est pas vraiment une date de l'histoire du cinéma, mais c'est un fait plutôt important dans l'histoire du cinéma américain et du cinéma de genre aussi. C'est effectivement sa collaboration avec Val Newton dans les années 40, qui a donné quelques films, dont La Féline, qui a été un énorme succès, d'une part financier, qui était proposé. Série B quand même. Série B complètement, qui était d'ailleurs, pour l'anecdote, programmée en double programme avec Citizen Kane, mais les gens allaient plutôt voir ça pour voir La Féline plutôt que Citizen Kane, qui n'était pas forcément très réputé à l'époque et qui était considéré comme une sorte de ego trip de Orson Welles, qui lui était très connu à cette époque-là. Et La Féline, tout comme les films qu'il a fait après avec Val Newton, L'Homme Léopard et I Walked with a Zombie, retitré Vaudou en français, c'est des films qui ont installé définitivement, enfin qui sont un point cardinal fondamental dans une sorte de vision de l'horreur qui ne se base que sur du non-dit, du hors-champ, de l'invisible, de la suggestion, à savoir qu'on ne voit rien du tout, et que Jacques Tourneur était passé maître dans l'art de suggérer. Et quand tu évoquais dans Les Ensorcelés de Minelli, le couple formé par Kirk Douglas, et j'ai oublié le nom de l'autre acteur, mais dans Les Ensorcelés, qui est un super film sur Hollywood, sur la création dans le système hollywoodien, il rejoue un peu le couple Val Newton-Jacques Tourneur. Et puis la création de La Féline, justement, et on n'a pas de moyens, comment on va faire, et puis là tu as une grande séquence de comment on va faire pour créer cette angoisse, cette suggestion, et comment on va utiliser notre manque de moyens comme moyen de créer quelque chose, justement. Donc c'est vrai que de toute façon il faut revoir Les Ensorcelés, c'est génial, avec évidemment Kirk Douglas qui est toujours en vie, au moment où on Bien sûr enregistre qu'il est toujours en vie. cette émission. Ça c'est plutôt les années 40, et là ce film dont on va parler, il réalise 2-3 films cette année-là, encore en 57. Le type est quand même très prolifique. Nightfall, du coup, pur cinéaste hollywoodien, il a fait tous les genres en fait, quasiment. Oui, parce qu'on est dans le western, le film noir, le film de fantastique. Il y a du mélo aussi là-dedans. Enfin voilà. Bon, de toute façon, c'est toi l'expert encore une fois, donc je vais te laisser. Et Nightfall, là pour le coup, c'est en plus encore une fois, c'est une adaptation d'un bouquin de David Goodis. Philippe Garnier a lui-même écrit sur David Goodis. Il avait écrit donc aussi ce livre qui était présent en édition Whiteside sur le tournage. Moi, je connais pas le bouquin, je connais pas non plus comment ce film a été fait. J'imagine que tu as des histoires à raconter. Moi, j'ai pas d'histoire à raconter. Là. Je sais que la précédente édition de ce film-là chez Wildside a été accompagnée du coup de ce bouquin de Garnier, qui revenait beaucoup, vu que Garnier est très fan de Goodis, sur le processus d'écriture par le scénariste Stirling Silliphant. Un peu moins quand même dans mes souvenirs, parce que j'ai pas relu le bouquin, sur le tournage à proprement dit, ou les différents choix stylistiques de Tourneur, même si peut-être que je me trompe. Je sais que c'était un super bouquin, mais comme beaucoup d'écrits de Garnier à mon sens. Et là, le principal apport de cette nouvelle édition, qui donc perd le bouquin au passage, c'est effectivement la copie qui est là pour le coup disponible en Blu-ray dans a priori une nouvelle restauration, et qui est absolument splendide. Et je le dis d'autant plus volontiers que c'est les films de Tourneur sont des films qui gagnent vraiment à être vus dans des conditions absolument optimales, parce que c'est des films qui ont une poésie très fragile et très subtile. Malgré le manque de moyens, parce qu'on est encore dans la série B, malgré ce manque-là, visuellement c'est superbe, quoi. Ah oui, là de toute façon, c'est absolument super plastiquement. Après, j'ai envie de dire, quand on regarde des vieux films hollywoodiens de ces années-là, ou 40-50, souvent il y a le grain du temps qui est passé par là, et on se dit, de toute façon, le noir et blanc, ça donne un cachet esthétique. Là, effectivement, visuellement, c'est splendide. Mais en plus de ça, la petite musique intérieure du cinéma de Jacques Tourneur est vraiment extrêmement appréciable. Il faut l'apprécier dans des conditions de projection relativement correctes.
je sais que c'était Tavernier qui disait ça dans son bouquin 50 ans de cinéma américain, en disant les films de Turner, il faut les voir dans des bonnes conditions. Lui-même racontait son expérience d'avoir vu La Féline dans une condition un peu pourrie, sûrement projection en 16 mm ou quelque chose comme ça, et d'être complètement passé à côté du film, si je me rappelle bien de ses propos. Et il faut voir ces films-là dans les bonnes conditions. Pourquoi ? Parce que c'est des films, comme je le disais, c'est quelqu'un qui effectivement tournait à peu près tout ce qu'on lui donnait, mais arriver à insuffler vraiment une sorte de point de vue, d'inquiétude, de monde, un peu de suggérer une sorte de monde souterrain sous-jacent à toute l'intrigue qui pouvait être mise en place en termes de façon littérale par le scénario et par les différentes péripéties de l'intrigue. Et du coup, toute la poésie de ces films, et Turner était assez réputé pour être assez intransigeant avec ses chefs opérateurs notamment, passait quand même beaucoup par une sorte de gestion de la lumière, de gestion aussi du son. On en parle assez peu souvent, et je pense qu'on pourra s'en rendre compte quand on passera déjà dans l'extrait qu'on a pu entendre lors du générique et dans d'autres extraits qu'on va pouvoir vous passer. D'ailleurs, on va vous en passer un en VF et qui a une catastrophe quelque part pour l'appréciation, mais qui est valable pour le sens de ce qu'il a raconté. Mais en tout cas, dans les films de Turner ont la particularité d'être des films un peu murmurés ou chuchotés. C'est prendre des captures, nous on fait souvent ça pour faire l'émission, prendre des captures des films de Jack Turner, c'est être certain d'avoir une qualité de son assez extraordinaire, avec un vrai grain, et surtout une sorte une sorte de ton qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma américain et dans le cinéma tout court. C'est que tous les acteurs ont tendance à dire les choses de façon extrêmement, non pas chuchotée ni murmurée, mais dans une tonalité pas du tout, ils n'assènent pas leur dialogue, ils sont dans une sorte de calme. On a pu entendre ça dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Et calme sans être monotone. Hein, pas du tout monotone, on est vraiment sur le ton presque d'une sorte de confidence, et qui est extrêmement fragile dans la tonalité, et qui correspond bien à cette esthétique un peu d'ensemble qui y a dans tous les films de Turner, où on a l'impression que les personnages marchent sur un sol qui est extrêmement meuble et qui va peut-être s'ouvrir sous eux dans une sorte d'abîme d'inconnu. Et c'est vrai que les films les plus importants pour, on va dire, un peu comprendre la philosophie de vie de Jack Turner, ce pourquoi on avait pu évoquer les Turner, c'est que Turner fait partie des cinéastes qui sont illustrés dans le film d'horreur, et qui fait partie des rares cinéastes de films d'horreur qui croyait lui-même au surnaturel. C'est quelqu'un qui avait une vraie croyance dans le surnaturel, une vraie connaissance du surnaturel, qui, quand il fait rendez-vous avec la peur, il prend un personnage, c'est clairement Aleister Crowley, donc le grand magicien anglais. Lui, il croyait en ça, il croyait à l'extrême minorité du vivant sur les morts. Il disait, voilà, les vivants, nous, on est en minorité par rapport au nombre de morts qu'il y a eu. Voilà, c'est hyper important de leur accorder la place, et je vais filmer cet invisible-là. Et c'est quelqu'un qui n'a cessé de vouloir suggérer les forces inconnues. Et non pas dans une optique de peur. Et c'est vrai que dans ces films, souvent, les personnages doivent finalement non pas apprendre à vaincre une adversité, et surtout je parle de ça surtout dans les films d'horreur, ne doivent pas du tout vaincre une adversité monstrueuse ou une sorte d'altérité radicale qu'il faudrait vaincre pour rétablir l'ordre. Ils doivent au contraire l'accepter. En fait, ils doivent accepter cette sorte de choses un petit peu avec, parce que je retrouve un petit peu communiquer, mais dans surtout son film noir, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va pas aller à la confrontation, justement. C'est pas ça qu'on va rechercher. On va chercher à comprendre, à l'accepter entre guillemets, en tout cas à gérer ce truc-là pour vivre avec. Ouais, il y a un peu de ça, et je pense que c'est assez visible dans Nightfall. Chercher à régler ce problème. Complètement. Et c'est vrai que Turner, il a été non seulement hyper important dans l'histoire du cinéma fantastique et d'horreur, et aussi extrêmement important dans l'histoire du cinéma noir, non pas avec Nightfall, qui est un film noir assez tardif, parce que tu avais raison, ça date de 57, mais il avait fait un film complètement séminal du film noir qui était
Out of the Past, La Griffe du passé, avec Robert Mitchum, qui est considéré évidemment comme une des dates, avec Le Grand Sommeil ou Le Faucon Maltais, une des dates hyper importantes qui fixe l'esthétique du film noir, avec ce poids du Fatoum hyper important, tout l'attirail de la femme fatale, du héros, oui, puis une esthétique un peu expressionniste, noir et blanc, le truc très marqué, les contrastes, voilà. Et lui, il est l'artisan d'une esthétique qui va faire florès vraiment à Hollywood. Et Nightfall arrive plus tardivement, 57, on est déjà plus vraiment là-dedans. Et pour le coup, effectivement, c'est un film extrêmement étrange, je trouve, qui a quelques effets de distanciation quelque part. On a ce côté où on prend le héros au début du film et il va y avoir une sorte de premier effet de distanciation où on va suivre dans une autre ligne dramatique parallèle le personnage du détective qui va un peu commenter les faits et gestes du personne qu'il est supposé espionner, ce qui crée d'une part un effet de distanciation, mais aussi un effet d'effet de distanciation et du coup un effet de sorte de dédramatisation quelque part. Oui, et puis on se détache un petit peu des codes, des archétypes complètement, des personnages. On n'a pas du tout ce côté, moi qui peut, je sais que quand on prend les différents genres hollywoodiens, moi je suis plus client du western que du film noir, parce que des fois dans le film noir il y a un poids du Fatoum que je trouve un peu plaqué, qui des fois me séduit moins que dans le western où il y a un côté forcément où les personnages guident l'action, alors que dans le film noir j'ai toujours l'impression qu'ils sont écrasés par quelque chose. Là finalement on a les deux choses. Je pense que le personnage effectivement le personnage n'est pas du tout un pion. Il essaie d'être maître de son destin quelque part, il va y parvenir plus ou moins, mais il y a toujours cette petite musique de tourneur que je trouve extrêmement particulière, qui fait que et qui passe aussi fondamentalement par que de la mise en scène, quoi. On est dans un film noir qui va se dérouler dans des paysages majoritairement, enfin non pas majoritairement, moitié, mais c'est vrai que c'est surprenant de retrouver, je crois que c'est les frères Cohen qui disaient que ça a été une influence notamment pour Fargo en termes d'esthétique, pas de traitement des personnages, mais en termes d'esthétique, parce que oui, en effet, comme De Tos le fera avec le western pour la chevauchée des bannis. C'est ça. On va avoir une partie du film qui va se dérouler dans la neige, ce qui est surprenant pour un film noir. Enfin, il y a vraiment un contre-pied qui est pris par rapport au décor, mais le film s'ouvre quand même sur des paysages urbains, nocturnes, et on va jouer là-dessus, les bars, les allées, les trottoirs. Enfin, on retrouve au début du film vraiment une esthétique de film noir, mais très vite quand même dans la présentation des personnages. Parce que je l'ai découvert, je l'avais pas vu encore celui-ci, Nightfall. Et c'est vrai que ce qui m'a surpris, c'est au départ, tu sais pas trop où tu mets les pieds, parce qu'en effet, t'es face à des personnages qui sont extrêmement charmants. Aldo Ray comme Anne Bancroft, puisque la scène qu'on a entendue est au début du film, sont extrêmement charmants, attachants. T'as envie de croire à la bonté de ces personnages, en fait, parce que voilà, mais tu sais pas trop, parce que t'es dans un film noir et qu'on reprend l'esthétique du film noir et qu'on y fout dedans en fait des personnages, et tu sais pas trop si c'est de la roue du cochon est-ce qu'il y a un manipulateur, voilà, les archétypes du film noir, grosso modo, quoi. Est-ce qu'on a affaire à une femme fatale, est-ce qu'on a affaire à un vrai bandit, des choses de ce genre en fait. Donc voilà, il va reprendre des archétypes esthétiques, mais il va y foutre dedans des personnages, et ce trouble-là fonctionne extrêmement bien. Le traitement qu'il fait même des personnages et de leur relation, moi, m'a surpris par cette espèce de chaleur en fait humaine en fait, qui est très très belle en fait. Moi c'est top 10 des meilleures scènes de rencontre dans un bar. Elle est superbe, elle est vraiment superbe en fait, cette rencontre, cette séquence au début du film, moi je la trouve vraiment super belle. Et puis on va revenir ensuite vraiment dans l'intrigue policière, dans le film noir. Et du coup, il va trouver une autre manière d'encore une fois détourner certains codes du genre, sans que tu aies l'impression, toi en tant que spectateur, qu'on est en train justement d'être dans une espèce de film maniériste ou quelque chose de ce genre. À aucun moment tu as cette impression-là. Et c'est ça qui est très très chouette avec ce film aussi. Moi j'ai pris un plaisir fou à le regarder, en sachant il y a un rythme qui est super efficace, c'est très très bien écrit, même s'il y a 2-3 situations, conventions de l'époque à la fin qui évidemment m'embarrasse entre guillemets, quoi, même si la scène est très très forte, la séquence finale est très très forte, mais voilà, pendant tout le film en fait il y a un truc que je me suis dit, c'est là où je voulais en venir. La plupart du temps quand je regarde un film noir des années 40-50, j'ai cette impression
de retrouver en fait des conventions cinématographiques de l'époque aussi. Et je me dis aussi souvent, bah voilà, aujourd'hui on pourrait plus faire ce genre de film parce que c'est des conventions de l'époque et qu'on utilise, que ce soit au niveau narratif ou esthétique, en termes cinématographiques purs, des conventions de l'époque qui fonctionnent très très bien parce qu'on sait qu'on voit un film des années 50 mais qui aujourd'hui ne fonctionnerait plus. On pourrait pas copier-coller grosso modo ce film pour le remettre aujourd'hui. Et en voyant Nightfall, je me suis dit, mais même la façon dont c'est raconté et même entre guillemets l'esthétique, on pourrait tout à fait refaire ce film aujourd'hui. C'est-à-dire ce truc de on est dans des conventions de l'époque, ça ne s'appliquait pas du tout à Nightfall. Et en termes de rythme, d'écriture aussi des situations, ça pouvait tout à fait fonctionner en fait. Ah ouais, je pense que mais ça c'est une des particularités de Tourneur de façon générale, et c'est pour ça que ça a été une très grande passion critique par notamment beaucoup de futurs cinéastes de la nouvelle vague et aussi l'autre bande adverse de positifs, c'est que ça a été quelqu'un qui a été assez annonciateur de ce qu'on a appelé la modernité cinématographique, de quelqu'un dont les personnages n'étaient pas uniquement assujettis à une action qu'il fallait à tout prix dérouler à toute beurzingue, comme c'était souvent le cas dans les films américains comme ça. C'est que les personnages existaient en tant que tels et que les deux naissaient les situations, et c'était pas les situations qui faisaient naître le personnage, quoi. Et donc c'était vraiment quelque chose de très moderne et très particulier dans l'histoire esthétique hollywoodienne, en fait. C'est pour ça que Tourneur a pu être très important. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce côté... il y a un côté, moi, plastique que je trouve saisissant et qui est vraiment rendu somptueusement dans cette copie-là. C'est vraiment tout ce côté, cette rupture qu'il peut y avoir entre les paysages enneigés et cet univers urbain nocturne. Et surtout il est très dialectique, ce rapport-là. C'est que c'est pas une juste bête opposition. Le film, il a une ouverture incroyable où justement on cueille le personnage dans le noir, il y a un néon qui s'ouvre au-dessus de lui et le mec est complètement apeuré. Donc on va être dans cette sorte de système formel. Voilà, le mec qui se cache dans l'ombre, il a peur de la lumière et tout ça. Il va falloir qu'il retrouve la lumière. Il y a ce trajet-là, mais c'est complexifié aussi de façon très très habile, parce qu'effectivement il va aller vers le côté enneigé qui est vraiment la lumière totale, mais c'est aussi ce côté enneigé qui recouvre la preuve, qui va permettre de le faire retrouver, à prouver son innocence. Et il y a ce côté-là qui a tout ce système formel-là va montrer que ces personnages-là, finalement, ils sont quand même toujours mus par des sortes de... Enfin, il y a un côté presque tellurique dans le film, quoi. C'est vraiment, on sent que les forces qui les poussent font partie de l'infilmé du film, et c'est ça qui le rend si vraiment habité, quoi, vraiment, quoi. Il va être temps de faire une courte pause, à moins que j'imagine que tu as plein de choses à rajouter sur Jacques Tourneur. Moi, j'aurais aimé te demander, par exemple, sur quoi reposer ton texte que tu as écrit sur Jacques Tourneur. C'était pour c'était Ciné-Action. C'était Cinémaction. Cinémaction. Ouais. C'était quoi? Parce que j'imagine que c'était un sujet de thèse ou une connerie du genre. C'était vraiment une adaptation d'un... Est-ce qu'il y avait un titre texte pompeux? Je me rappelle plus. Mourir de peur, c'était ça. C'est pas pompeux. Non, c'était pas pompeux, mais en fait c'était assez intéressant, c'était assez intéressant. J'avais l'impression que mon idée était plutôt intéressante. C'était sur l'homme léopard, que j'ai pas revu depuis 20 ans du coup, mais où du coup c'était une sorte de slasher, en fait, de prototype de slasher avec une série de meurtres soi-disant perpétués par un homme léopard. Et moi, l'objet de mon texte, c'était une sorte d'analyse du roman original qui était écrit par William Irish, et l'adaptation en scénario et les différences qu'il y avait. Et par contre, ce que j'aimais bien dans la différence entre le roman et le bouquin, et ça va rejoindre ce que je disais auparavant, c'est que avec le scénario, c'est que finalement la plupart des personnages, vu que c'était vraiment construit comme un slasher avec 3 jeunes femmes qui mouraient par une force inconnue qu'on voyait pas vraiment, on découvrait qu'au final elles mouraient du fait d'avoir eu peur. En fait, elles ne mouraient pas de l'objet de leur peur, elles mouraient du fait d'avoir eu peur de l'inconnu auquel elles étaient confrontées. Et tout le film, à travers le personnage un peu du grand ordonnateur de tout ça, qu'on découvre à la fin, c'est un peu flou encore pour moi, soutenait un peu cette sorte de déclaration d'intention, en fait, de Tourneur, de dire
il faut accepter en fait les forces de l'invisible. Il faut pas en avoir peur. En fait, il faut essayer de vivre avec, quoi. Et L'Homme Léopard, qui est clairement pas son meilleur film, qui est dans mes souvenirs, par contre disait ça de façon assez claire. Enfin, philosophiquement, il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Mais ton texte n'a pas été reproduit tel quel? Si. Bah, après, c'était c'était les trucs d'université affreux où on te fait réécrire 20 fois ton truc pour rentrer bien dans les détails de comment, dans les détails de différence entre un texte écrit, le roman et le matériel, le scénario, et donc c'est bourré de détails chiants comme beaucoup de textes universitaires. On va écouter un petit extrait. Alors c'est Walk with the Zombie, je crois qu'on va entendre, et puis un autre extrait de Rendez-vous avec la peur, qui est sorti donc la même année que Nightfall, et puis juste après d'ailleurs j'ai une bêtise, on va écouter un autre extrait après, que les gens reconnaîtront sans doute d'ailleurs, pour introduire Christopher Nolan et son Tenet. It seemed only a few days before I met Mr. Holland in Antigua. We boarded the boat for St. Sebastian. It was all just as I'd imagined it. I looked at those great glowing stars. I felt the warm wind on my cheek. I breathed deep. And every bit of me inside myself said, how beautiful. It's not beautiful. You read my thoughts, Mr. Holland? It's easy enough to read the thoughts of a newcomer. Everything seems beautiful because you don't understand. Those flying fish, they're not leaping for joy. They're jumping in terror. Bigger fish want to eat them. That luminous water, it takes its gleam from millions of tiny dead bodies. The glitter of putrescence. There's no beauty here, only death and decay. You can't really believe that? Everything good dies here, even the stars. The wife and the brother, they want to go, but the Holland man, he tell them no. The wife fall down and the evil came, and it burned her mind in the fever flame. Wes, Wes, we must get back to Fort Holland. Shame and sorrow for the family. Her eyes are empty and she cannot talk, and the nurse has come to make her walk. The brothers are lonely and the nurse is young, and now you must see that my song is sung. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Ah, woe, ah, me, shame and sorrow for the family. Fermez cette porte tout de suite et couvrez-moi! Ah, super, vous voilà. Quelle est la situation? Nous avons 4 dormeurs bloqués en plein milieu d'un rêve. Il faut les déplacer au niveau suivant du rêve avant que les projections ne les tuent. C'est quoi le niveau suivant du rêve? Bon, écoutez, pour l'instant, ils sont tous coincés dans un rêve. Nous allons les rejoindre pour les conduire dans un autre rêve emboîté dans le premier. Pourquoi? Parce que dans ce rêve emboîté, ils ne finiront pas dans les limbes. Nous les protégerons. C'est quoi, les limbes? Un espace onirique vide et effrayant. Comme un cauchemar, alors? Non, comme un cauchemar emboîté dans un cauchemar. On ne peut pas simplement les réveiller? On peut, mais d'abord, quelqu'un doit les sortir du cauchemar en passant par l'intérieur. Ça ne me paraît pas tellement difficile. Ça l'est. Pourquoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Ok, très bien. Donc vous allez emmener mon fils dans un rêve emboîté dans un autre rêve, et ensuite vous ferez quoi? Nous irons dans le rêve de votre mari. Ok. Mais votre mari pensera qu'on est dans le rêve d'Hasselbeck. Un instant, attendez, qui est Hasselbeck? C'est moi. Je vois. Attendez, non. Pourquoi a-t-on besoin d'un footballeur? Parfois, les pensées de ma femme décédée se manifestent sous forme de train. Vous voulez dire que vous pouvez entrer dans un rêve et rediriger les personnes de ce rêve vers leur propre rêve? Pas tout le temps, juste cette fois. Et peut-être aussi une autre fois. C'est super complexe et trop cool. Ce n'est pas parce qu'une idée est complètement embrouillée et archi-complexe qu'elle est forcément cool. Aller dans des niveaux multiples de rêves me semble être une idée tout à fait idiote. Vous n'êtes pas assez intelligente pour comprendre. On se bouge! Donc un extrait de South Park qui évidemment
parlait de Inception de Christopher Nolan. Un épisode appelé Inception. Voilà, qui a été merveilleux et qui résume assez bien tout ce que je peux penser d'ailleurs moi du cinéma de Christopher Nolan, à l'exception peut-être d'un ou deux films, mais on en a déjà parlé. Je pense que c'est des choses qu'on répète à chaque nouveau film de Christopher Nolan. C'est que malgré tout, dans sa filmographie, moi, il y a au moins 2 films qui me plaisent un minimum. Le Prestige, dont on a pu entendre un extrait avant le générique de cette émission, même si je l'ai parlé depuis quelques temps, sans non plus le considérer comme un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui me plaît quand même. Et je garde quand même un certain bon souvenir quand même de Dark Knight, donc le deuxième volet de cette trilogie de Batman, qui me paraît toujours être un petit peu un accident dans un accident entre guillemets dans sa filmographie, c'est-à-dire que c'est pas forcément le film où il essaierait de déployer toutes ces considérations un petit peu inintéressantes au possible sur le temps notamment. Et puis ces espèces de brouillis philosophiques, comme il vient, je vais laisser Antonin en reparler. Je pense que par rapport à Tenet, ça sera tout à fait encore. Non, j'ai pas réussi à voir Dunkerque en entier, ça m'a fatigué. Je me suis dit en essayant de revoir Dunkerque et c'est encore une fois, je suis surpris par rapport à The Dark Knight, qui avait quelques séquences d'action quand même qui me plaisaient beaucoup, que je trouvais extrêmement lisible déjà, pas toutes, hein. Alors j'ai pas forcément envie de le revoir, mais regarde parce qu'il y a des trucs waouh. Mais en tout cas j'ai le souvenir de certaines scènes d'action, même la séquence d'introduction de The Dark Knight, la séquence de Hold Up, où pour le coup il y a des choses qui se passent en termes de tension, d'action, qui sont extrêmement efficaces. Mais c'est vrai que je reste extrêmement fatigué, agacé en fait par tous les autres films de ce bonhomme, et j'ai beaucoup de mal en fait à accepter en fait les comparaisons qui sont faites de Nolan avec d'autres grands cinéastes, et notamment évidemment Kubrick, et puis cette espèce de mise sur un piédestal en fait du bonhomme, sous prétexte que ça serait le dernier justement à avoir une vraie liberté en fait au sein des studios de faire un cinéma d'auteur, mais de grand public et blockbuster, et à la fois exigeant et populaire. Et sous ce prétexte-là, de dire que c'est génial en fait. C'est dramatique cette situation, qu'il soit ce dernier, grosso modo, avoir carte blanche pour faire des projets originaux qui ne tiennent pas du reboot, de la marvelisation, des choses comme ça. C'est à la fois bien pour lui et pour le cinéma qu'il y en ait encore un, c'est évident, mais je trouve ça dramatique que ça soit lui en fait qui tienne ce rôle en fait, et que le public et les critiques continuent de lui tenir cette serviette de géant, après, contemporain après, du cinéma. Après, ils le font à défaut d'avoir quelqu'un d'autre à se mettre sous la dent, parce que c'est effectivement indéniable que le bonhomme tient une place absolument inédite à Hollywood. Et c'est sûrement le seul point de comparaison avec Kubrick, parce qu'il n'y a que Kubrick qui, dans l'histoire du cinéma, a tenu une position voisine d'avoir une relative carte blanche et de vendre avec des le films. Même studio, Warner, qui continue, et c'est de la part de Warner de continuer à faire ça. Oui, ça reste le meilleur studio, de toute façon, en exercice encore à Hollywood, et il faut leur... c'est eux qui hébergent des changements de direction, malgré le fait de toute façon, il suffit de regarder, même Warner, c'est là d'où sortent vraiment les trucs les plus... on se dit, on retrouve un peu des choses un peu... digne de Hollywood actuellement, mais par contre c'est indéniable que Christopher Nolan est le seul à tenir cette place-là, mais il le tient, c'est pas le dernier à tenir encore cette place-là, c'est que cette place-là en fait personne l'a jamais tenue à part Kubrick en fait il y a que Kubrick qui tenait cette place-là, c'est-à-dire de vendre des films que sur son nom et pas du tout en tant que je fais un thriller de science-fiction. Non, c'est pas le seul, tu vois, on parlait dernièrement de David Lean a pu à un moment, même si c'était beaucoup plus court, c'est pas sur toute sa carrière, mais on pouvait vendre bien un sûr. film, c'est le réalisateur de Laurence d'Arabie, il y a pu avoir David Lean, après là on parle presque en termes de budget, parce que évidemment ils tiennent cette place-là
qui est un peu particulière parce qu'il travaille avec des budgets, des moyens c'est ça. qui sont considérables en fait, et une liberté. C'est vrai que Kubrick de pouvoir se dire non, mais mon tournage, je vais pas tenir mon planning, ça va durer 2 ans si j'ai besoin que ça dure 2 ans. C'est vrai que c'est exceptionnel de pouvoir faire un truc pareil. Et j'imagine que Nolan, il peut entre guillemets aujourd'hui se permettre un petit peu ce luxe-là, quoi. Lynn a pu le faire un petit peu, même si c'était beaucoup plus compliqué qu'avec que Kubrick, où là pour le coup personne ne le faisait trop chier, quoi. Mais ça reste complètement dingue. Nolan, même il a cette position-là, pas de problème. Et moi je trouve ça rassurant que quelqu'un puisse encore la tenir. Voilà, c'est rassurant. Mais c'est pas pour ça que son cinéma est. Moi après je trouve ça à la fois rassurant et à la fois inquiétant, parce que je pense pas que c'est là-dedans que le cinéma hollywoodien c'est à briller depuis 120 ans. C'est-à-dire non, que mais pour moi... c'est rassurant parce qu'il pourra être remplacé par quelqu'un d'autre qui peut-être aura. Peut-être, mais tu vois, je pense que tu vois, on parle que d'exceptions grandioses. Après, tout le monde a un peu oublié David Lean, la position qu'il pouvait avoir. Kubrick, tout le monde l'a un peu en tête. Et puis c'est un peu différent de Nolan. Là où on rapproche Nolan de Kubrick, c'est par sa cérébralité. De toute façon, c'est uniquement ça, je pense, parce que la position commerciale sa froideur et le fait que ces personnages ne touchent pas les spectateurs. Mais le côté Nolan, faiseur de blockbusters d'auteur, tel que le pratique Nolan, ça n'a jamais existé, parce que même Cameron n'a pas eu ça, quoi. Même Spielberg, à la limite, parce qu'ils n'ont pas eu cette considération de super auteur, quoi. Peut-être, je pense qu'il y a ce truc-là, c'est qu'à un moment où effectivement Spielberg peut avoir ce truc-là, mais pas une dimension comme Nolan. Il se présente pas de la même manière, c'est-à-dire que Spielberg il se présente pas comme justement super auteur qui va faire vraiment du cinéma pour adultes comme Cameron. Enfin, eux au contraire, ils vont chercher toujours ce cinéma extrêmement populaire. Enfin, ils ont toujours je ça pense que en c'est des tête, gens qu'on quand fournit même. vachement aussi, quoi. Nolan, il y a un nouveau film tous les 3 ans, il y a quelque chose de la rareté, il y a quelque chose de l'effet d'auteurisme monumental qui est proche d'un truc un peu à la Kubrick, où on attend le truc. Bon, voilà, moi je pense que effectivement, et puis là dans le dernier sortie film de Tenet, dans le dernier film, forcément, Tenet, c'était le grand film que les studios osaient sortir, en tout cas en France, puisque ailleurs c'est pas forcément le cas. Mais tous les studios, les gros studios ont annulé leur sortie cinéma dernièrement, évidemment suite à une soi-disant, la crise du Covid, des salles fermées, tout le machin. Évidemment, donc là, du coup, il y a aussi cet événement-là. C'est d'un coup, non, ce gros studio, ce gros film-là, il va sortir. Et puis tant mieux, mais industriellement, j'ai envie de dire. Oui. Moi, après, j'aurais les mêmes réserves que j'ai de façon Nolan, de façon générale, c'est que je suis toujours un peu désolé que ce mec-là incarne le cinéma lui tout seul. Et c'est vrai que pour fréquenter des étudiants en cinéma et tout ça, clairement, Nolan, c'est celui qui donne l'envie de s'intéresser au cinéma à beaucoup de gens de la nouvelle génération, à des gens aussi de ma génération qui le considèrent comme vraiment le plus grand auteur en ce moment à Hollywood. Moi, je suis complètement circonspect, et c'est clair et net que aussi c'est quand même un auteur qui me fascine quelque part. Pareil que toi, j'aime beaucoup Dark Knight, que je peux revoir régulièrement et que j'aime toujours beaucoup. Le Prestige, c'est un film que je trouve absolument fascinant, que j'aime beaucoup en tant que film, mais qui me fascine complètement comme une sorte de profession de foi, et aussi d'aveu d'échec de la part de son auteur Nolan, mais aussi de toute une génération avec lequel j'ai grandi. Qui a à voir avec The Game, je pense, de Fincher. Mais beaucoup de cinéastes. Pour moi, Le Prestige, c'est clairement un film qui a une sorte d'aveu d'échec de toute une génération, de Nolan principalement. Et pour moi, je peux pas voir un film de Nolan sans penser au Prestige, et à la fin ultra déceptive, où la grande machinerie nolanienne accouche d'une monstruosité. Pour moi, c'est ça dans le Prestige, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un film de Nolan, cette absence totale de transcendance, cette hyper rationalité, cet esprit positiviste scientifique est complètement hyper cartésien, hyper rationnel, une grosse machine sans âme. J'ai l'impression de voir la machine que présente Tesla, et avec lequel l'un des magiciens du Prestige fait son tour de magie, c'est-à-dire en tuant un maximum de gens, enfin en gros, pour ceux qui ont vu le film, là je spoil, de toute façon je spoilerai Tenet aussi,
Mais voilà, Le Prestige, on avait évidemment souvent évoqué le truc, c'est aussi un film qui raconte le tour de magie. Le tour de magie, c'est aussi été un des tours de force de toute une génération d'auteurs avec Shyamalan, Fincher, Aronofsky, Bryan Singer, qui ont mis fin à la fin des années 90, début des années 2000, à une position de cinéma américain hérité des Coen et Tarantino, qui était plutôt des cinémas qui impliquaient le spectateur dans leur jeu et qui riaient un petit peu je parle de façon globale, hein, je veux dire de façon, j'évoque ça un petit peu à la louche, hein, il y a beaucoup de nuances qui seraient nécessaires d'apporter, mais on est passé d'un cinéma qui se mettait un petit peu au-dessus des codes à toute une génération qui a voulu réinjecter de la croyance là-dedans, et pour réinjecter de la croyance, ils ont renouvelé un petit peu le récit à travers d'habiles constructions scénaristiques, des jeux de point de vue, et effectivement leur outil majeur, ça a été les twists, le fameux tour de magie où les habiles jeux de point de vue se retournaient contre le spectateur, où d'un coup il y avait une croyance dans le récit qui était renouvelée, chose qui chez les Coen, chez Tarantino, dans Scream de Wes Craven, qui n'était plus du tout, qui était presque complètement passé de mode quelque part. Il fallait rire plutôt de la croyance, surtout déconstruire, et là ça reconstruisait une sorte de croyance dans le récit. Ce qu'on a quand même appelé le cinéma de petits malins dans cette émission. On est régulièrement complètement dans le cinéma de petits malins. Je pense que Nolan, lui, qui en a fait partie avec des films comme Memento, dans Le Prestige, faisait un petit peu profession de foi et en même temps aveu d'échec avec ça. Moi, c'est quelqu'un qui me fascine complètement. Dont j'aime pas beaucoup la plupart des films, même s'il y a des scènes que je trouve fascinantes, hein, même dans les films que j'aime pas. Inception, moi il y a des scènes que j'ai encore revues en 5 fois, hein, j'ai trop de mal à revoir ce film-là, mais il y a des scènes dans les couloirs avec Joseph Gordon-Levitt où je me dis ouais putain là c'est effectivement ouais il y a un truc visuellement qui marche. Reste régulièrement qui sont accusés de plagiat, hein, notamment de films de Satoshi Kon. Hein, de Satoshi Kon. Après on peut voir du Matrix là-dedans, on peut voir plein de choses, mais il n'empêche que de toute façon, s'il y a une chose que je peux pas enlever à Nolan, c'est que de toute façon, le moindre film de Nolan, on peut le reconnaître d'un seul coup d'œil, quoi. C'est qu'il y a une vraie patte visuelle. Ça veut pas dire patte visuelle, ça veut pas dire que c'est un grand metteur en scène, parce que moi, c'est autant c'est quelqu'un auquel le principal reproche que je pourrais avoir chez lui, c'est que il y a une absence totale de cinéma et de mise en scène. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort pour faire des scènes d'exposition, Nolan, et je pense que c'est vraiment chez lui il y a disons que c'est un cinéaste de l'ampleur, Nolan. C'est quelqu'un qui manipule qui est très fort pour accumuler les effets d'annonce de quelque chose qui va avoir de l'ampleur. Que ça soit visuel, c'est vraiment le cinéaste du plan large, de l'IMAX, où d'un coup les films s'ouvrent, on se dit ouais, ça voyage dans le monde, il y a des grands espaces, il y a des grands immeubles, et les personnages parlent, ils manipulent des grands concepts et des grandes idées, et on a des effets de scènes d'exposition où on a des lents travelling avec une musique qui pareil est très ample, base de nappes de synthé de Hans Zimmer, où ça invite à une sorte d'idée de grandeur, ou en tout cas une certaine grande amplitude et de gravitude et de complexité, et en fait à chaque fois moi chez Nolan je me dis mais c'est incroyable à quel point il est incapable d'incarner ces grandes idées, ces grands concepts, hein. Je disais lors d'une précédente émission que des fois chez Nolan il manipule les concepts comme Michael Bay les explosions, c'est que d'un coup il balance un concept, ça fait le même effet que Michael Bay fait quand il fait une explosion, c'est-à-dire ça sollicite d'un coup artificiellement le spectateur pour maintenir son éveil, pour le maintenir éveillé, quoi. Et chez Nolan il y a ça, c'est-à-dire que chez Bay on peut lui reprocher que d'un coup il y a une explosion, il n'y a rien derrière, le personnage meurt mais tout le monde s'en fout, émotionnellement tout le monde s'en fout. Chez Nolan en fait d'un coup tu as un grand concept et au final il n'arrive pas à le déployer. Inception est un cas d'école un peu pour ça, ou même les Dark Knight, c'est-à-dire qu'il y a des tas de concepts mais après quand il s'agit de les incarner dans une scène d'action, surtout le Dark Knight Rises, hein, qui est vraiment lourdingue à ce niveau-là. En effet on a beaucoup de concepts politiques, philosophiques et puis
Et au final, non, et là, autant le Dark Knight, le deuxième, on peut atteindre quelque chose, mais autant le Dark Knight Rises, et cette limite-là se fait. Parce que finalement, Inception, qui est son film, un de ses films, j'ai le sentiment, le plus aimé, le plus admiré, avec Interstellar, est un monument de didactisme, quelque part, où on a affaire qu'à des scènes d'exposition qui, avec beaucoup de gravité, exposent des règles et des concepts philosophiques et qui, après, dans une scène d'action, les appliquent, mais de la façon la plus littérale possible, c'est-à-dire inconscient égale forteresse, surmoi égale type armé sans avec l'humour des de Lars von Trier, ouais. Et ouais, voilà, il y a ça sans l'humour de Lars von Trier, toujours avec beaucoup de gravité et surtout avec une littéralité qui ne poétise pas du tout ou qui ne rend pas du tout cinématographique les concepts qu'il est supposé parler. Il y a encore des gens qui pensent que Inception est sûrement un grand film sur les rêves, à la hauteur de ceux de Lynch, à la hauteur de ceux de là en ce moment sur Netflix il y a le Charlie Kaufman qui parle aussi souvent de ce genre de choses, les projections mentales, un univers un petit peu onirique, très empreint aussi des films d'Hitchcock, quelque part. Et dans Inception, c'est un film qui est, moi je compare souvent ça à des sortes de Rubik's Cube, c'est qu'on se dit mais c'est incroyable, tout est immensément cartésien, avec d'une littéralité banale, ou qui n'arrive pas du tout à suggérer une sorte à aller au-delà des mots, en fait. Et je pense que là, Tenet, qui est à mon sens le pire film que j'ai vu de Nolan, et pourtant j'y allais avec beaucoup de bonne volonté parce que moi-même je me fatiguais avec mon trollage de Nolan. J'en avais presque marre de toujours dire du mal parce que effectivement, comme je disais, il y a quand même des trucs que j'aime bien chez lui. Mais là, Tenet, c'est presque son pire film là-dessus parce qu'il arrive encore à aller encore plus loin dans une sorte de structure hyper complexe tel qu'il avait pu le faire dans Inception, en manipulant des différentes strates de rêves, en établissant des règles, en déployant scénaristiquement des règles théoriques qu'il a fait exposer par ses personnages. Là, Tenet, finalement, avec ses histoires de voyage dans le temps, mais des voyages à rebours dans le temps et en synchronie avec l'avancée en avant, enfin un truc hyper complexe, il perd complètement son spectateur et il est dans un truc complètement d'une complexité qui a largué tout le monde. Ça me donne envie de revoir, juste quand tu dis ça me donne envie de revoir Déjà Vu de Tony Scott, qui est génial. Ouais. Faut revoir Déjà Vu de Tony Scott où il y a cette histoire de voyage dans le temps et d'images qui est super et qui est constamment lisible et on comprend tout ce qui se passe. Mais je pense que je pense que le concept temporel exposé dans Tenet est si complexe que même moi j'aurais du mal à l'expliquer. Et je pense aussi qu'il faut être un très grand cinéaste déjà pour arriver à montrer des films de voyage dans le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit absolument limpide, quoi. Que ça soit Retour vers le futur ou Terminator ou des choses comme ça, c'est finalement des scénarios relativement complexes mais qui passent comme une lettre à la poste parce que les metteurs en scène et les scénaristes qui sont à la barre, ils arrivent de façon extrêmement à droite à t'expliquer les choses par les mots à travers la bouche de leur personnage et aussi à te montrer les choses en tant que de façon cinématographique. Et dans Tenet, à aucun moment cinématographiquement les choses ne sont claires. Alors on pourrait dire c'est pas grave, il suffit de revoir le film deuxième fois et on va pouvoir effectivement comprendre ce qui a pu se passer. Mais j'ai envie de dire, à la limite, si ça n'a pas marché la première fois, moi le fait de comprendre un peu plus comment ça fonctionne tout ça, j'en ai rien à foutre quelque part. C'est que tout ça, c'est pas intéressant. De la même manière que les retours, le voyage temporel dans Terminator, c'est pas intéressant. Dans les personnages, de la même manière que les voyages dans le temps dans Retour vers le futur, c'est pas intéressant. C'est juste des prétextes pour montrer des histoires sur Terminator. Non, mais qui sont intéressants parce qu'on a des personnages qui sont intéressants auxquels on s'attache et leur histoire est intéressante. Des personnages attachants et puis c'est surtout que ça va juste prendre l'histoire du voyage temporel dans le cadre du premier Terminator comme une histoire d'amour romantique incroyable avec un vrai cœur. C'est pas que ça, Terminator. C'est pas que ça. Non, c'est aussi du gros boum boum, mais voilà. Bien sûr, mais par contre, c'est le cœur du film, c'est ça. Et le cœur de Terminator 2, ça va être une histoire de filiation ou de parentalité. Et de toute façon, le cœur de ces films-là, c'est ça. Et moi, je sais que c'est ce que je reprochais à Inception aussi déjà, c'est que, à la limite, moi, tout le côté abracadabrant
de l'histoire, du côté extrêmement alambiqué de sa structure et du côté improbable et complètement con du truc au final. Quand même, faut revenir là-dessus, c'est con. Hein. C'est complètement con. Ça serait passé si au final le cœur du film avait été vraiment nourri par cette histoire, par une émotion, et par l'émotion, mais qui est dans le film, hein, qui est dans tous les Nolan d'ailleurs, c'est la perte de l'être aimé, où tous les personnages de Nolan perdent l'être aimé, et là il y a l'histoire de Caprio qui a perdu l'être aimé, Marion Cotillard, qui est une sorte de projection mentale dans l'univers qu'il met en scène en tant qu'architecte de rêve. Mais ça, c'est une histoire qui devrait être absolument déchirante, parce que c'est une histoire purement cinématographique qui trouve son origine chez Hitchcock, par exemple. Déjà vu et déjà aussi un dérivé d'Hitchcock. C'est un mec qui espionne quelqu'un et qui, à force de l'espionner, on finit par en tomber amoureux. C'est Hitchcock, c'est Vertigo. Et ça c'est typiquement cinématographique parce que c'est clairement la position du spectateur devant quelqu'un qui ne fait que regarder et sur lequel il projette quelque chose qui va finalement devenir une image dans sa tête. Et Déjà Vu parle de ça. C'est un film brillant là-dessus. Inception devrait parler de ça, mais je trouve passe complètement à côté de son sujet parce que Nolan est obnubilé par la tenue de son Rubik's Cube et par son concept. Par son concept, par son côté monumental où lui il ne s'intéresse qu'à la structure globale de son film et il faut que il y a une structure qui fonctionne, qui soit imposante de loin et qu'il faut surtout pas rentrer dans les détails et surtout pas dans le cœur de son truc. Et là Tenet au final c'est encore pire parce que là il y a même plus de cœur émotionnel et où il est complètement périphérique. Ça serait le personnage de la femme pour ceux qui ont vu le film qui a un rapport de couple un peu compliqué avec le grand méchant du film mais qui est effectivement qui peut être émouvant par endroits, mais qui ne pourrait être émouvant, je pense, qu'en décodant le carré magique de Tenet ou dans toutes les différentes analyses qu'on va pouvoir faire a posteriori. C'est-à-dire que d'un coup, on va comprendre qu'en analysant le truc, que le personnage de Pattinson, c'est le fils de la nana ou je sais pas quoi. Donc il va falloir passer par un billet intellectuel extérieur au film ou en tout cas a posteriori du film pour commencer à être ému par ce truc-là. Donc du coup, on a affaire à une sorte de James Bond qu'on aurait complètement foutu de traviole et dans tous les sens. Et pas le meilleur James Bond. Et de toute façon, les James Bond, déjà, je suis en train de les revoir en ce moment. Je trouve ça nul en général. Enfin, les premiers, je trouve ça pas vraiment hyper intéressant. Et je sais que c'est quelque chose qui intéresse vachement, qui a vraiment marqué Nolan en tant que spectateur. Qu'il cherchait à faire son film d'espionnage. Il cherche à retrouver ça. Alors moi, en n'étant pas fan des premiers James Bond, peut-être qu'il y a réussi, mais je pense que c'est un truc qui est mauvais. Et ça nous ramène encore à Hitchcock, parce que Hitchcock, ils naissent tous de la mort aux trousses les James Bond naissent tous de la mort aux trousses de Hitchcock. Et clairement, en fait, l'idée d'Hitchcock, qui est très proche, plus proche de Nolan que de Kubrick, c'est effectivement d'avoir toujours des structures relativement alambiquées, mais qui finissent ou finalement qui ne sont que des MacGuffin justement pour incarner une histoire d'amour, souvent une histoire de fascination morbide. Et sauf que c'est comme si Nolan n'avait retenu de Hitchcock que les constructions théoriques abstraites pour ne éjecter ce qui en faisait un peu le sel, c'est-à-dire vraiment les relations qui allaient découler de ce truc qui était un pur prétexte, quoi. Il est temps malheureusement de terminer cette émission, c'est l'heure. Merci à vous de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, on vous rappelle que dimanche soir, pour ceux qui nous écoutent, sur Canal B notamment, et ceux qui habitent sur Rennes surtout, donc ce dimanche 13, si je dis pas de bêtises, septembre, à 21h à l'Arvor aura lieu la première projection après l'été du film du dimanche soir, proposé par Le Cinéma est mort et En attendant Godard. Il s'agira des Valseuses de Bertrand Blier avec Depardieu et Devers. On vous attend bien évidemment très nombreux pour cette projection. Et puis vous pouvez continuer à nous écouter en podcast sur le site de Canal B, bien évidemment. Retrouvez les liens sur les réseaux sociaux pour nous écouter. On se quitte avec un dernier extrait de Jacques Tourneur, un extrait de Rendez-vous avec la peur, qui est toujours disponible d'ailleurs chez Whiteside, avec un livre lui aussi, je ne l'avais pas dit tout à l'heure je crois. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci Antonin bien évidemment d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt, ciao. Des bisous. Vous êtes un homme très sceptique. C'est aussi l'opinion de Carswell. Un dernier verre? Oh, très volontiers. Kumar? N'avez-vous jamais entendu dire que l'alcool était le breuvage du diable? M'intéressant de très près à ce personnage, je ne bois jamais.
O'Brien, pensez-vous que le scepticisme soit une attitude scientifique? Oh oui, parfois. Tous les vrais scientifiques sont des saint Thomas. En d'autres termes, ils sont continuellement en train de dire « je veux voir ». Et une fois qu'ils ont vu, ils veulent revoir. Un peu d'eau? Non, merci. Toute cette histoire de démons dont la vision, selon vous, aurait traumatisé Hobart est un parfait exemple d'autosuggestion et de psychose collective. C'est la même chose que pour les soucoupes volantes. Quelqu'un s'imagine avoir vu une lueur mouvante rôder dans le ciel, et aussitôt, dans le monde entier, des milliers de pseudo-témoins hystériques jurent que les Martiens nous attaquent. Le pire dans tout ça, c'est que cela peut affecter des gens aussi sérieux que vous-même et aussi sceptiques que moi. Mais la logique, la réalité de ce qui est visible et palpable, voilà qui finit par me convaincre, et non la rumeur ou l'intuition ou une impression bizarre à la vôtre. Je ne m'aviserai pas de discuter avec vous. Vous dites « je veux voir », je dis « regardez vous-même ». Vous savez que ce breuvage diabolique est très plaisant. Il est plus dangereux parce qu'il est plaisant.